Je vais commencer par vous rappeler quelques éléments chronologiques quand même, parce que je pense que bon, c'est toujours bien de se rafraîchir la mémoire avec ces éléments. Et puis ensuite, j'essaierai d'aborder un certain nombre un certain nombre de points, enfin, ou d'entrer dans le sujet par un certain nombre de portes, si vous voulez, de manière à vous donner des perspectives assez différentes et à partir desquelles, évidemment, vous pourrez ensuite me poser toutes les questions, enfin, que vous voudrez, étant bien entendu que je ne suis pas sûr d'être capable de répondre à toutes. Hein, mais enfin, bon. En tout cas, vous êtes libre de les poser. Bien. Alors donc, si vous voulez, le plus simple, bien sûr, c'est de commencer, donc, et puis ça va sans dire, de commencer avec 1830. Donc je fais cette petite chronologie avec le débarquement français en Algérie et avec la prise d'Alger, donc le 5 juillet 1830. Ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est que, bon, on donne toujours cette date de 1830, mais en réalité, la véritable conquête de l'Algérie, elle va bien sûr s'allonger ou se traîner, pourrait-on dire, sur un grand nombre d'années, puisqu'on peut considérer que c'est seulement en 1833-34 que le gouvernement français décide véritablement de s'installer de manière définitive en Algérie. Et la conquête totale, donc, elle commence, disons, un peu à partir de 1835-36, et elle va battre son plein surtout entre 1841 et 1847, avec couronné en 1857 par l'occupation de la Kabylie. Hein. À partir de ce moment-là, donc, on peut dire que l'Algérie est totalement conquise, bon, ce qui ne veut pas dire totalement soumise, et quand on parle de conquise, évidemment, on parle que de l'Algérie, des départements du Nord, hein, au nord de l'Atlas, mais on ne parle pas du Sahara, bien sûr. Donc, on est dans une période qui va se prolonger ainsi jusque sans changement, donc, et la date suivante, c'est la date de 1880, qui est donc la date de l'occupation et de l'imposition du protectorat sur la Tunisie. Donc ça, c'est la date suivante, qui est faite cette fois-ci, qui est faite par la Troisième République, dont on aura l'occasion d'en reparler, avec des opérations militaires qui sont moins longues, puisqu'on peut considérer, elles se déroulent essentiellement en 1881-82, et donc c'est l'imposition du protectorat en Tunisie. Donc, on rappelle, le protectorat, c'est que la Tunisie garde officiellement sa souveraineté, son souverain, bien sûr, sa dynastie, sa législation, mais que par un traité, qui est un traité de valeur internationale, elle abandonne à la France, donc, à la fois l'administration, essentiellement d'abord l'armée, la direction de l'armée, la direction de la politique étrangère et la politique de réforme administrative, bon, ce qui revient évidemment à vider beaucoup la souveraineté de son sens, mais enfin, ça n'est quand même pas négligeable que la Tunisie garde son identité d'État, bien sûr. Cette période donc là aussi, donc période assez calme dès cette époque-là en fait, et depuis longtemps les Français, ou certains milieux français, il vaudrait-il mieux dire, avaient un œil sur le Maroc, mais pour des raisons qu'on aura l'occasion de voir, l'occupation du Maroc se trouve retardée. Et le traité, donc, c'est véritablement en 1904 que le gouvernement français, la diplomatie française, commence à préparer sérieusement cette occupation du Maroc. Il faudra attendre encore un certain nombre de traités, et l'année 1912 pour que le traité de protectorat soit imposé, alors que déjà, d'ailleurs, des troupes françaises ont commencé à débarquer au Maroc depuis 1907 à peu près, et que la pression sur la frontière a commencé encore avant, sur la frontière algérienne, à partir de 1901. Donc voilà en gros cette chronologie, qui n'est pas très compliquée, si vous voulez, et on peut dire donc que avant 1914, la plus grande partie du Maghreb est sous contrôle français. Pensez quand même que l'occupation du Maroc n'est pas terminée en 1914, donc... le gouvernement, sous l'autorité française, on compte la partie orientale du Maroc, les grandes plaines atlantiques, qui sont simplement reliées par un couloir étroit qui est le seuil, la route de Taza. Et que donc la conquête militaire va se poursuivre. Bon, elle va être un peu ralentie pendant la Grande Guerre, mais elle va se poursuivre jusqu'en 1934. Donc tout le Maroc va être conquis par l'occupation des pays berbères, donc de l'intérieur, bien sûr, essentiellement. Il y a deux mots simplement sur l'occupation du Sahara. L'occupation du Sahara a été assez longue. Elle a véritablement
Elle a véritablement commencé dans les années, à la fin des années 1880, mais en réalité, elle se fait surtout entre 1900 et 1914, hein, l'occupation du Grand Sahara, et la jonction donc des troupes françaises qui descendent du nord, donc avec d'autres troupes qui, elles, remontent depuis le sud, depuis le Mali et depuis la Mauritanie. Donc voilà, si vous voulez, c'est assez simple au fond, hein, depuis donc en quelque chose comme à peu près 80 ans, hein, le gouvernement français ou l'autorité française s'est donc installé en Afrique du Nord. Hein. Finalement, bon, ce domaine donc, sera seulement consolidé, bien sûr, par la suite. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de comprendre en fait un petit peu la manière de pourquoi en fait se fait ce développement. Hein, bon. Alors, là, bien sûr, il y aurait beaucoup de causes à donner. Hein. On peut quand même essayer de voir un certain nombre d'éléments, une certaine évolution quand même dans ces désirs, dans cette politique qu'on peut bien sûr appeler impérialiste, hein, sans y mettre une autre connotation que descriptive. Bon, la constitution d'un empire. Alors, pourquoi 1830 ? Alors, 1830, ça a souvent paru un peu aberrant, si vous voulez, parce que ça n'est pas une période de grande expansion coloniale nulle part. Hein, et d'autre part, parce que les enjeux de l'occupation de l'Algérie paraissent quand même relativement limités. Et même dans les plans du gouvernement français, il y a seulement l'idée d'une opération militaire ponctuelle, en quelque sorte, hein, qui serait destinée à venger des insultes infligées au pavillon français. Bon, le fameux coup d'éventail, et puis également le bombardement, enfin le tir contre un bateau plénipotentiaire, donc, qui venait demander des excuses au gouvernement du Bey. Bon, on pourra recommencer ça, mais enfin, ça n'est pas quand même l'essentiel. Et donc, on a l'impression on a souvent dit qu'il s'agissait d'une opération de prestige de la monarchie de Juillet, donc du roi Charles X, qui voulait à la fois mener une opération peu coûteuse, qui aurait un certain prestige en France et qui lui permettrait d'affermir son pouvoir à l'intérieur, puisque vous savez que l'opération en Algérie avait été jumelée avec ce qu'on les a appelé un coup d'État, les autres une politique de réforme, en tout cas une politique très réactionnaire des institutions, donc on pourra en reparler si vous voulez, de la charte. Hein. Il s'agissait de limiter encore le droit de vote qui était considérablement, de casser les élections et d'avoir une chambre, disons, tout à fait favorable au gouvernement. Bon. Et renforcer ainsi le gouvernement, monarchiste donc, de Charles X. Bon. Alors malgré tout, là derrière, il y a peut-être d'autres idées quand même, parce qu'il faut quand même aller un peu plus loin peut-être. Malgré tout, on voit qu'il y a dans l'entourage de Charles X et dans les milieux, disons, qui s'intéressent à la question, notamment les milieux du ministère de la Marine, un certain intérêt pour la colonisation. C'est-à-dire que, bon, vous savez que la France a perdu une certaine partie de ses colonies pendant la Révolution. Bon, elle en a récupéré certaines, hein, comme le Sénégal, que d'ailleurs Charles X fait réoccuper, c'est le fameux épisode du radeau de la Méduse, comme les Antilles, hein, comme la Guyane, la Réunion. Mais malgré tout, l'idée, c'est qu'on pourrait créer une nouvelle colonie. Une colonie qu'on voit d'ailleurs surtout comme une colonie de type traditionnel, c'est-à-dire qui produirait des denrées de type exotique. Alors ça paraît un peu curieux quand on voit l'Algérie, mais enfin l'idée, les gens n'ont pas fait beaucoup de recherches finalement, ils pensent qu'on pourrait y planter du coton, de canne à sucre, du café, hein, et en faire donc une sorte de, enfin pas une sorte, mais une véritable colonie qui sera avantageuse à la fois pour l'approvisionnement de la France et puis également pour le commerce français, notamment pour la ville de Marseille. Les milieux marseillais ont pas mal poussé à l'expédition d'Alger. Bien. Et donc, ça c'est la première idéologie. Bon, vous savez sans doute que le gouvernement suivant, donc c'est celui de Louis-Philippe, qui arrive justement après la chute de Charles X, provoquée par les fameuses ordonnances qui ont été très mal reçues par le peuple de Paris, hein, et par les milieux républicains ou au moins libéraux. Le gouvernement de Louis-Philippe, donc, considère, et on l'a dit souvent, considère que c'était un legs très onéreux que la Restauration faisait à la monarchie de Juillet, car finalement il se trouve ainsi avec un corps expéditionnaire qui se trouve donc en Algérie, sans véritablement avoir élaboré la moindre politique.
Mais on voit quand même que sans avoir élaboré la moindre politique, bon, tout va se passer comme si, malgré tout, de plus en plus, il s'impliquait dans la conquête de l'Algérie. Et là, qu'est-ce qu'il faut y voir? Là aussi, c'est toujours assez difficile. Personnellement, je serais tenté plutôt d'y voir, ce qu'on reverra d'ailleurs plus tard aussi, une politique de puissance, en quelque sorte. Le régime de Louis-Philippe est un régime qui se fonde sur un nationalisme assez, disons, assez vigoureux. N'oubliez pas qu'il a repris les trois couleurs. Il prétend venger les humiliations que la monarchie, que le gouvernement donc, de la Restauration aurait fait subir à la France après les défaites. Jouer un certain rôle en Europe. Bon, ce rôle, il ne peut pas le jouer du tout parce que les puissances européennes veillent justement à ce que la France ne reprenne pas, n'ait plus de politique de type impérialiste en Europe même. Et il y a des crises assez violentes, notamment en 1840. Bon, c'est en 1840 que les Allemands écrivent, enfin peu avant, écrivent le fameux chant à la gare au Rhin, bon, pour empêcher les Français de vouloir récupérer la rive gauche du Rhin. Et donc, en quelque sorte, bloqués en Europe, et au fond assez pacifique, et assez de bon sens aussi, il est difficile de faire la guerre à toute l'Europe. Finalement, l'idée de Louis-Philippe, c'est de gagner du prestige par ses opérations et d'occuper également l'armée en Algérie. N'oubliez pas que à cette période-là, on va employer, alors c'est difficile de dire, mais l'armée française doit compter 400 000 hommes, à peu près. Sur ces 400 000 hommes, il y en a 200 000 qui sont disponibles en temps normal. C'est 2 fois plus qu'aujourd'hui, remarquez. Sur ces 200 000, il va y en avoir régulièrement 100 000 qui vont se trouver en Algérie. Donc pratiquement, c'est la meilleure partie de l'armée qu'on envoie en Algérie. Bon, donc c'est quand même quelque chose d'important à voir. Ce qui est important aussi, c'est que, ça on le dit moins, on y pense moins, c'est que les fils de Louis-Philippe, systématiquement, sont envoyés en Algérie pour diriger des opérations et pour acquérir ainsi, pense-t-on, une certaine popularité. Vous savez que le duc d'Orléans aura sa statue à Alger jusqu'à l'indépendance, et que le duc d'Aumale, qui s'empare de l'Asmalade, enfin qui s'empare à la tête d'une colonne de l'Asmalade Abdelkader, va devenir aussi gouverneur de l'Algérie, peu avant d'ailleurs la chute de la monarchie de Juillet. Donc là, on est dans une période aussi qui correspond pas véritablement à des intérêts profonds. On commence quand même la colonisation, mais avec beaucoup de réticence. Et on ne peut pas dire que ce soit une expansion et qu'il y ait beaucoup d'idées, me semble-t-il, là-dedans. Bon, enfin, on peut en discuter. Alors, ce qui change et ce qui donne une nouvelle impulsion, un nouvel état d'esprit, ce sont les années, disons, 1860, 50-60, parce que c'est véritablement dans ces années que elle a démarré un peu avant, bien sûr, la révolution industrielle en France, et que va apparaître un esprit qui est un peu différent, qui est assez nouveau même. C'est-à-dire une idéologie de développement économique, de développement industriel, de développement commercial, dont on espère, ou dont on est même certain, qu'il permettra, d'une part, la prospérité, et d'autre part le rapprochement des peuples. Et donc c'est une idéologie assez différente qu'on peut résumer, enfin qui a été très bien résumée par la pensée des Saint-Simoniens. Vous avez sans doute entendu parler des Saint-Simoniens, donc c'est ce groupe qui était apparu sous la monarchie de Juillet, qui se disait socialiste et qui effectivement était très attaché à un développement, à une vision sociale de la société, et donc qui a connu son plus grand développement, en tout cas dont les hommes ont connu leur plus grande influence à l'époque du Second Empire. Certains étaient conseillers de Napoléon III, d'autres ont créé les groupes industriels, les banques, les compagnies commerciales, comme les messageries maritimes par exemple, qui regardaient vers l'extérieur. Et l'idée donc c'était cette idéologie d'expansion et de civilisation tout à la fois, qui se voulait assez généreuse d'ailleurs, et qui, disons, a pu permettre d'intégrer un certain temps l'Algérie dans une expansion, dans un certain programme d'expansion économique, et dans l'idée aussi qu'il pouvait y avoir un rapprochement des peuples. Le grand leitmotiv des Saint-Simoniens, c'était l'union de l'Orient et de l'Occident. Bien que le caractère oriental de l'Algérie, évidemment, ou du Maghreb, peut toujours se discuter, bien sûr. Alors, ce qui va encore... donc, cette idéologie, elle va toujours demeurer. L'idée que la France est là pour développer l'Algérie, pour lui donner la civilisation moderne,
et pour l'ouvrir au monde en quelque sorte. Donc dans un idéal de progrès. Bien. Seulement, cette situation, bon, la France continue, la révolution industrielle va continuer, évidemment, hein, jusqu'à nos jours, enfin, évidemment, avec des noms différents. Mais cet élan, cet optimisme, il est quand même cassé en France avec la défaite de 1870. Hein, puisque bon, l'armée française, l'Empire s'effondre, l'armée française est battue. Et même l'idéal de développement, bon, on s'aperçoit que la France n'est plus en tête de la modernisation, de la modernité. Elle a été largement, ou elle paraît en tout cas, sur le point d'être surclassée largement par l'Allemagne. Et donc là, vous allez avoir une autre idéologie qui va se développer, ou en tout cas, aucune ne va véritablement éliminer les autres, mais elle va se confondre un petit peu. C'est l'idée que la colonisation, que l'acquisition de colonies est nécessaire à la puissance de la France. Et ça, ce sont les thèmes qui sont développés par les grands leaders républicains, Gambetta et Jules Ferry. Pour eux, justement, la défaite menace de faire régresser la France en Europe et dans le monde. Et le seul moyen de maintenir cette grandeur, c'est de rayonner par la création d'un grand empire colonial. Et donc, 1880, l'opération de Tunisie, c'est justement la première grande opération que mènent les républicains après la période de défaite de 70 à 80, qu'on a appelée la période de recueillement. Et donc, cette idée de développement, alors les républicains reprennent également ces idées de développement, de civilisation, en les intégrant d'ailleurs dans l'idéologie de la République, dans l'idéologie de la gauche française, ou du moins ils essayent de le faire, car il y a des débats qui sont assez violents entre Ferry et Clémenceau, bon, on pourra en reparler sur ce sujet, mais enfin, toujours est-il que la conquête de la Tunisie s'opère de cette manière sous la direction de Ferry, hein, et bon, qui va ensuite mener d'autres expéditions, bien sûr, comme le Tonkin, enfin, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Et quelques années plus tard, donc, ce sont également la majorité radicale qui va se lancer à la conquête du Maroc et qui va réussir donc à imposer la conquête du Maroc. Et donc, on a ici, vous voyez, une forme d'impérialisme qui se veut à la fois moderne, qui se veut civilisateur et qui se veut aussi, il faut bien le dire, républicain. Hein, ça, c'est tout à fait évident. Et là, on peut évidemment s'opposer à l'image de Charles X. On ne peut pas dire que Charles X et l'expédition de Charles X, c'était véritablement une croisade. Hein, ça serait bien excessif. Mais enfin, malgré tout, une certaine imprégnation d'esprit très réactionnaire et d'esprit religieux. Là, au contraire, on est dans un esprit extrêmement différent. Voilà donc un petit peu les colorations, si vous voulez, de cette expansion. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de parler un peu, peut-être maintenant, j'en ai dit déjà deux mots, des personnes. Hein, des personnes qui ont marqué. Encore une fois, alors je vous l'ai déjà cité, Charles X, donc, bon, qui ne connaît pas grand-chose aux colonies, mais qui vit sur les colonies d'Ancien Régime, au fond, reconstituer des colonies d'Ancien Régime, et peut-être aussi, alors ça c'est très complexe, reconstituer un équilibre méditerranéen dans lequel, on verra un peu les oppositions, la France pourrait se dégager du carcan de la guerre des conséquences du traité de Vienne de 1815, et dans lequel la France pourrait peut-être retrouver, donc notamment pourrait s'appuyer, là il y a toute une école de ce côté-là, du côté de s'appuyer sur la Russie, hein, on aura l'occasion d'en reparler. Bon, mais c'est une vision très réactionnaire. En fait, je crois que la seule personne qui est... Louis-Philippe, au fond, cherche surtout à consolider sa dynastie, il pense surtout à ses fils, hein. Et c'est assez curieux d'ailleurs, parce que même les Algériens, semble-t-il, enfin les Algériens de l'époque, considérait que l'époque de Louis-Philippe, il l'appelait, semble-t-il, l'époque des fils du roi. Hein, ce n'était pas l'époque de Bugeaud qui a participé aux conquêtes, mais ils l'ont appelé l'époque des fils du roi, car c'était la présence de ces fils du roi qui était importante. Alors, il faut bien reconnaître que l'homme le plus intelligent dans cette affaire, c'est sans doute Napoléon III. Bon. Napoléon III qui a mené, comme disait Jules Ferry, une politique détestable, visionnaire et aveugle, bon, ce qui est vrai à beaucoup de points de vue, hein, mais qui, pour l'Algérie, avait vraiment très bien vu les choses et dont il faut toujours relire quand on en a la possibilité, mais on la trouve facilement sur Internet, la lettre qu'il avait expédiée, la lettre ouverte qu'il avait adressée en 1865 au maréchal de Mac Mahon, et qui était
dont on a son idée, les principaux termes qu'il a employés. D'abord, disait-il, l'Algérie, ça n'est pas seulement une colonie française, ça n'est pas fait seulement pour les colons, mais c'est aussi, disait-il, un royaume arabe, et je suis l'empereur des Arabes aussi bien que l'empereur des Français, donc il faut mener une politique égalitaire en Algérie et en Afrique du Nord, une politique qui sera un peu reprise par Lyautey après, une politique d'égard, mais une politique de respect, dit-il. Je préfère utiliser le courage des Arabes que pressurer leur pauvreté. Enfin bon, il y a beaucoup d'expressions qui sont très belles, et avec d'ailleurs des visions très larges en disant que si la France donne l'exemple d'une politique généreuse en Algérie, cet exemple sera admiré dans tout le monde arabe et dans tout le monde musulman et donnera à la France, donc, disait-il, une position qui ne peut être enviée par personne parce qu'elle s'appuie sur le rayonnement des idées, sur la générosité. Bon. Très beau programme. Le général de Gaulle a d'ailleurs déclaré que c'était sans doute cette politique de royaume arabe était peut-être la seule qui aurait évité la catastrophe de 1954. Bon. C'est toujours difficile, évidemment, de refaire l'histoire, mais il est évident que les propos de Napoléon III allaient très loin. Et il y a certaines versions même de textes en arabe, de proclamations en arabe, dans lesquelles il parle même d'indépendance. Le mot d'indépendance apparaît. Ça n'apparaît pas dans la traduction française, ce qui n'était peut-être pas très honnête, et qu'un certain nombre de colons ont remarqué. Bon, ça, mais ça, c'est autre chose. En tout cas, voilà, une politique d'émancipation. Bon, à la suite, que peut-on dire des républicains qui le suivent? Les républicains qui le suivent subissent beaucoup trop, semble-t-il, enfin beaucoup trop, l'influence des colons d'Algérie d'abord. Et les colons d'Algérie vont jouer un certain rôle de lobby pour le développement de la Tunisie et du Maroc. Pourquoi? Parce que les colons d'Algérie veulent des terres. Bon, ils réussissent à en acquérir en Algérie. Bon, par des moyens divers, dont tous ne sont pas malhonnêtes, certains achètent ces terres, de toute façon, mais il n'en a pas suffisamment, et donc ils regardent du côté de la Tunisie et du côté du Maroc pour en acquérir davantage. Et donc, dans cette politique, les républicains ont réussi à acquérir des positions très solides au sein du gouvernement français et de la majorité de gauche, parce que les républicains, sous l'Empire, étaient très hostiles, évidemment, les colons français sous l'Empire étaient très hostiles à Napoléon III, être empereur des Arabes pour les colons, ce n'était pas un titre qui était particulièrement sympathique, qui leur paraissait ni très sympathique, ni même qui leur paraissait carrément assez idiot. Bon, donc ça n'était pas du tout une recommandation pour eux. Et au fond, ils s'étaient opposés de manière très forte au gouvernement, au gouvernement de Napoléon III. Lorsqu'il y a eu au moment le fameux amendement les colons avaient voté non au dernier plébiscite de l'Empire, et au moment du vote pour l'amendement Vallon qui a établi la République, pratiquement tous les députés d'Algérie ont voté pour. Bon, ce qui permet de dire que sans l'Algérie, la France ne serait pas en République. Bon, mais enfin, on considère qu'il y a d'autres colonies qui ont voté pour aussi, et puis il y a d'autres départements, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Mais enfin, bon. Bien. Toujours est-il donc que Ferry Gambetta et de plus en plus ce qu'on appelle le parti colonial, c'est-à-dire les partis des gens partisans de la colonisation qui se développent autour d'eux, subissent très fortement cette influence. Celui qui la symbolise, c'est Eugène Étienne, qui est le député d'Oran et qui est un des grands leaders du parti républicain. Et parti républicain, disons modéré, mais enfin qu'on appelle opportuniste, mais solidement républicain quand même. Et donc, ils vont pousser donc à une politique d'expansion et d'une politique d'expansion impérialiste, sans toujours bien se rendre compte des conséquences. Alors Jules Ferry, à la fin de sa vie, va se rendre en Algérie, à la tête d'une commission, et il en reviendra tout à fait atterré sur la manière dont l'Algérie est gouvernée et administrée. Bon, il dira que, justement, les colons à qui on a donné de grands pouvoirs en Algérie ne sont pas capables de gouverner la population, car les colons ne mènent pas l'œuvre éducatrice qu'ils devraient mener. Bon, en même temps, d'ailleurs, il dit que la population arabe ou algérienne n'est pas du tout capable de se gouverner elle-même. Bon, donc, il ne faut pas non plus aller trop loin dans l'attitude de Ferry, mais c'est une attitude d'époque, bien sûr, pas d'anachronisme. Bon. Voilà donc les principaux éléments, et on peut bien dire que, au fond, cette politique, donc tout le personnel politique est à peu près d'accord pour se résigne ou accepte l'occupation du Maghreb sans programme véritable. Qu'est-ce qu'on se demande? Que va-t-on faire des populations?
Bon, dans un premier temps, on pense qu'on pourrait les assimiler, mais très vite on s'aperçoit d'abord qu'ils n'en veulent pas, et d'autre part que les colons s'y opposent très violemment. Et finalement, on va parler d'association. Bon, en réalité, beaucoup de choses vont se passer, des choses positives, beaucoup d'autres qui le sont moins. Mais finalement, la question indigène est une question qui, à part un certain nombre évidemment de penseurs qu'on pourrait citer et qui méritent d'être cités, est un petit peu abandonné. L'essentiel, c'est le développement de la colonie et la prospérité de la colonie au sens de la prospérité des colons, dont on pourra reparler, bien sûr, car il ne faut pas faire des colons des espèces de croque-mitaines, bien sûr. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Alors, dernier point, c'est que cette politique, bien sûr, elle ne se fait pas simplement, ça n'est pas une affaire entre la France et l'Algérie, c'est une affaire internationale, hein, c'est ce qu'il faut voir. Lorsque l'expansion française, pendant longtemps, n'est possible que grâce à l'accord ou à la bienveillance, mais plus souvent à l'accord un peu gourmet de la Grande-Bretagne. Hein. La Grande-Bretagne, donc première puissance navale, surveille jalousement l'expansion française. Et au fond, cette expansion au Maghreb, elle la contrôle d'assez près. Hein. Bon, elle laisse les Français s'installer à Alger. Elle laisse d'autant plus que les Français ont déclaré au départ qu'ils en partiraient très vite. Bon, comme quoi il ne faut... Bon, enfin, ceci dit, en politique, on ne voit pas pourquoi les Anglais les ont écoutés aussi, on fait semblant de les croire. Hein. Ça, c'est un autre problème. Bon. Mais en tout cas, ça c'est le premier point. Et de toute façon, l'Algérie, stratégiquement, n'est pas très intéressante en Méditerranée. Il n'y a pas de grands ports. C'est une côte assez difficile. Bon, donc ça n'est pas très intéressant. En revanche, ils surveillent de très près la Tunisie et le Maroc, à cause de leur position stratégique, l'une à l'entrée du bassin oriental de la Méditerranée, l'autre à l'entrée de la Méditerranée seule. Et c'est seulement en 1880, donc, que lorsque le gouvernement français occupe la Tunisie, il ne le fait qu'avec l'accord du gouvernement britannique. Pourquoi ? Parce que le gouvernement britannique se rend compte que l'Italie est en train de faire des progrès, et qui ne tient pas à ce qu'une seule puissance soit installée sur les deux rives, sur les deux côtés du détroit. Donc il vaut mieux l'Italie en Sicile et la France de l'autre côté, plutôt qu'une seule puissance. Hein, et le gouvernement britannique, donc, se résigne. Pour le Maroc, c'est un peu la même chose. Au Maroc, le gouvernement, donc, il y a des accords qui sont plus ou moins secrets, mais enfin, qui sont les accords dits d'entente cordiale. La France renonce à toutes les prétentions qu'elle pouvait avoir en Égypte. Et le gouvernement britannique accepte donc de laisser ses armées ou ses fonctionnaires s'installer au Maroc. Hein, donc là, il y a un troc véritable. Bon, il faut dire que l'Angleterre commence à redouter à ce moment-là l'Allemagne et qu'elle essaye de se trouver des appuis ou en tout cas des sympathies qui lui permettent d'avoir quelques relais et ne pas rester isolée en Europe. Hein, donc ça, c'est une affaire qui est assez générale. De même, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, alors à cette époque-là, et à la fin, c'est bien sûr la tension avec l'Allemagne. Hein. Le gouvernement allemand ne tient pas tellement à occuper le Maghreb, mais il tient à être associé à l'expansion française. Alors en 1880, c'est Bismarck qui a conseillé aux Français de s'installer en Tunisie, en espérant, une arrière-pensée, que ça brouillerait la France avec l'Italie et que ça permettrait à l'Allemagne d'obtenir l'appui de l'Italie dans une alliance. Ce qui s'est passé, qui n'a pas eu beaucoup de conséquences, mais qui aurait pu en avoir. En revanche, au moment de l'occupation du Maroc, c'est un peu différent. Hein, c'est-à-dire que le gouvernement allemand proteste parce qu'il n'a pas été associé à l'installation française. Il veut des contreparties. Alors il va envoyer, vous avez peut-être vu ça la première fois, c'est Guillaume de lui-même qui débarque à Tanger et qui déclare que l'Allemagne est la grande amie des Arabes. Bon, ça c'est son leitmotiv, hein, grande amie des Arabes, qu'il est venu défendre l'indépendance du sultan, la souveraineté du sultan. Bon, en réalité, donc la France est obligée de reculer car le gouvernement français n'avait pas bien prévu les choses. Elle va réussir à récupérer un peu la situation, mais c'est surtout en 1905, lorsque des colonnes françaises marchent sur Fès et commencent à occuper le Maroc, que le gouvernement allemand envoie la fameuse canonnière Panthère dans le port d'Agadir, hein, et que, donc, non pas en signe de guerre, mais pour exiger sa part. Et peu de temps après, elle demande le Congo français. Bon, il va y avoir beaucoup de tensions en Europe. Le gouvernement français commence par adopter une politique extrêmement intransigeante en déclarant qu'il n'est pas question d'abandonner un pouce de terre française. Bon, finalement, le gouvernement de Joseph Caillaux, qui est un peu plus intelligent,
décide de négocier, un accord est fait, donc on donne des contreparties à l'Allemagne, certains territoires aux frontières du Congo et du Cameroun, et en revanche, en échange, le gouvernement allemand laisse les Français s'installer au Maroc. Donc vous voyez, on est vraiment dans la politique d'échange extrêmement impérialiste finalement. Alors pour finir, ce qu'il faudrait voir, c'est un peu, je résumerai un peu une expression pour avoir une vision qui soit un peu moins diplomatique, si vous voulez, une expression de Jacques Berck qui disait que pour le Maghreb, la France était à la fois Rome et la Grèce en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut voir en effet, c'est que bon, la France mène une politique impérialiste et de manière très explicite, d'ailleurs, les gouvernements français déclarent qu'ils se replacent dans les traces de Rome. Il y a pas une politique, mais d'ailleurs il y a toute une mise en valeur archéologique des ruines romaines, de l'histoire de Rome et l'histoire de la continuité. Au fond, la France serait dans la continuité de Rome, avec l'idée que Rome, c'est essentiellement un gouvernement, un pouvoir, que c'était pas très drôle pour les Gaulois d'être conquis par les Romains, mais finalement ça s'est bien arrangé et qu'ils en ont bien profité, que par conséquent les Algériens n'ont qu'à faire de même. C'est un peu ce schéma, si vous voulez, qui est plus ou moins implicite avec cette idée-là. Bon, et puis il y a un autre... Alors, bon, vous comprenez bien que cette vision n'est pas particulièrement apprécié des Algériens, bon, en tout cas de ceux qui sont à un niveau qui leur permette évidemment de la saisir. Bon, d'une part, parce que pour les Algériens d'abord, et surtout les Algériens musulmans de l'époque, toute l'histoire romaine, c'est une histoire antérieure à l'arrivée de l'islam, et c'est au fond une histoire qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon. Un certain nombre quand même, évidemment, qui ont commencé à fréquenter les lycées français, commencent à faire du latin, commencent à s'y intéresser, mais évidemment, ils n'en tirent pas des conséquences aussi systématiques qu'on voudrait leur en faire tirer. En revanche, Berck a dit aussi que la France avait été un certain hellénisme, c'est-à-dire que la France représente pour un certain nombre de gens, et ça peut paraître paradoxal, parce que évidemment, quand on pense à la conquête, quand on pense aux morts de la conquête, aux brutalités dont on pourra reparler, qui sont tout à fait évidemment à rappeler, ce qu'on voit très bien, c'est que un certain nombre, et la plupart même, ça ne serait pas le cas seulement en Algérie d'ailleurs, au Maroc ou en Tunisie, les élites du monde arabe se rendent compte que, effectivement, leur culture, qui a été une culture de pointe, disons au Moyen-Âge, a pris du retard par rapport aux cultures occidentales. Par exemple, il n'y a pas d'imprimerie, ou que l'imprimerie est tout juste n'a jamais été véritablement cultivée, que ce sont les Européens qui réintroduisent l'imprimerie, qui créent des bibliothèques, qui encouragent le développement de la science. Et tout ça, ce sont des éléments qui sont tout à fait indiscutables. Et cette image de la France, qui est une image très positive et très brillante, c'est une image qui va paraître très attachante à un grand nombre, même à la majorité des élites qui se forment avant ou au début de la colonisation. L'idée, c'est que malgré tout, la France a pu exercer une certaine tutelle qui soit bienveillante et qui soit surtout le moyen pour les peuples arabes ou pour les peuples du Maghreb de revenir d'égaler de nouveau les peuples les plus modernes. Donc là, il y a cette idée qu'il y a une France qui est généreuse, et c'est un petit peu cet idéal que Napoléon III ou que les Saint-Simoniens auraient voulu faire prévaloir. Et donc on est évidemment dans une très grande complexité et dans une très grande ambiguïté, vous voyez, entre ces deux éléments. Et je crois que c'est important de le montrer. Il n'y a pas uniquement... il y a cet aspect de conquête et d'impérialisme, évidemment, qui sont extrêmement marqués et qui ont paru d'ailleurs à l'époque à un certain nombre de gens, d'ailleurs tout à fait discutables et tout à fait contestables, même s'ils ont été très minoritaires. Et puis, il y a cet aspect d'ouverture au monde moderne qui passe par l'occupation française. Alors évidemment, on voudrait dire qu'il aurait pu passer par autre chose que par l'occupation, mais à l'époque, ça paraissait assez difficile. Et au fond, qu'est-ce que souhaitent les populations, les élites les plus éclairées, aussi bien au Maroc, qu'on appelle les jeunes Tunisiens ou les jeunes Marocains,
qu'ici c'est le mot tiré d'ailleurs sur le modèle des jeunes Turcs, hein. Ça n'est pas la liquidation ou le départ de la France ou des autorités françaises. Ce sont des réformes qui les associent davantage à l'administration, à la politique de leur pays. Hein. C'est essentiellement ce qu'ils demandent, souvent d'une manière très respectueuse. Et avec, d'ailleurs, ils sont assez souvent écoutés, d'ailleurs. Il n'est pas certain que, finalement, la guerre n'ait pas été, de ce point de vue-là, n'ait pas eu de caractère négatif. Pourquoi? Parce que pendant la guerre, on va mettre en avant essentiellement la loyauté des populations, leurs sacrifices, le rôle que les soldats maghrébins ont joué dans l'armée française pour en tirer l'idée d'un loyalisme total et de l'idée que la France ayant besoin du Maghreb, elle ne doit pas le laisser filer. Hein, voilà. Bien, voilà, j'ai à peu près terminé ce que je voulais vous dire. Évidemment, je suis prêt à répondre à vos questions ou à compléter des choses que je n'aurais pas eu le temps de dire. Merci.